Bonjour à tous et bienvenue. Certains sont élevés par deux mamans, d'autres par deux papas. Aujourd'hui en France, selon les indicateurs retenus, on estime qu'entre 30 000 et 300 000 enfants vivent dans une famille homoparentale. Comment grandissent ces enfants et à quelles difficultés sont-ils confrontés? Au-delà des polémiques, c'est la question que nous abordons aujourd'hui très concrètement. Avec nous, trois invités. Tout d'abord, Marie-Pierre Micou, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de 3 enfants, un petit garçon âgé de 5 ans, 2 petits jumeaux de 3 ans que vous avez eus par insémination artificielle en Belgique. Est-ce que vous avez le sentiment, avec votre compagne, de former une famille ? Totalement. Il y a 2 mamans, 2 parents, on a 3 enfants et on est considéré comme une famille par l'ensemble de nos amis, de notre famille, à l'école, etc. Oui, donc nous sommes famille. Nous recevons également Sylvia Rizzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. Vous avez à plusieurs reprises traité de dossiers de familles homoparentales. Ces familles ont-elles aujourd'hui une quelconque existence légale ? Non, pas de véritable existence légale. C'est bien le seul point que n'a pas abordé Marie-Pierre en disant elles étaient, avec leurs 3 enfants, considérées comme une famille par tout leur environnement, sauf sur le plan légal, puisqu'effectivement, sa compagne n'a aucun droit sur les enfants et n'a pas d'existence légale de parents vis-à-vis des 3 enfants. On termine ce tour de table avec Stéphane Clerget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, auteur de nombreux ouvrages, dont Comment devient-on homo ou hétéro, paru chez Lattès. Alors, le débat sur l'homoparentalité suscite beaucoup de controverses. Pourquoi est-ce un sujet aussi sensible ? Bon, ça touche différents aspects, notamment la question de l'enfant. Est-ce que finalement on répond aux besoins de l'enfant quand on est parent homosexuel ? Mais ça pose aussi la question de l'homosexualité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui inquiète, qui intrigue, la question de l'origine des homosexualités finalement. Et ce débat sur l'homoparentalité réveille ces questionnements-là. Est-ce que finalement les homosexuels sont des gens normaux ou pas ? On regarde tout de suite un premier extrait du documentaire. Yann, sit down. Pour moi, la question la plus difficile est est-ce que on pouvait avoir des enfants bien dans le basket sans une mère présente à la maison tout le temps. Et pour moi, pendant très longtemps, c'était ça la question la plus difficile parce que tout le reste, la logistique, tout ça, bon, on trouve des solutions. Et donc, en fait, quand on a décidé de faire appel à un surrogate, on a demandé au fils de Robert si lui, ce qu'il pensait, parce que Robert est veuf et sa femme est morte quand son fils avait 1 an. Et donc lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire d'être sans mère. Et lui, il était vraiment très heureux pour nous et ça m'a beaucoup calmé. Tout mouillé. Tout mouillé. Yann. Yes. On va faire la sieste. Oui. Un petit dodo, Après, on ira se promener. Ce père s'est visiblement beaucoup questionné avant de se lancer dans la parentalité. Est-ce que ça a été votre cas, vous aussi ? Quel a été votre cheminement avec votre compagne dans votre désir d'enfant ? Oui, ça a pris beaucoup de temps. Je pense qu'être homosexuel ne va pas de pair tout de suite avec le fait de devenir parent et d'engager la vie d'un enfant. Donc du coup, moi personnellement, j'avais un désir d'enfant depuis très très longtemps. C'était quelque chose qui était vraiment important pour moi.
Ça l'était moins pour ma compagne. Il lui a fallu du temps pour se dire qu'un enfant pouvait se développer tout à fait normalement avec 2 mères et qu'on pouvait voilà, qu'on était légitime dans notre désir de fonder une famille. Le terme d'homoparentalité regroupe aujourd'hui des situations extrêmement diverses selon la manière dont l'enfant est accueilli ou conçu. Quelles sont ces diverses situations précisément, Stéphane Clerget ? La plus fréquente, hein, mais qui est aussi effectivement la plus ancienne, j'allais dire, c'est la situation d'un enfant né d'un couple marié ou non d'ailleurs, hein, d'un homme et d'une femme, et d'une séparation, et de la mise en couple ensuite du père ou de la mère avec une personne de son sexe. Et donc l'enfant finalement a ses parents et puis des beaux-parents. Ça, c'est la situation la plus fréquente. Ensuite, il y a des situations qui sont plus récentes et qui sont construites, ce que j'appelle le mariage arrangé, où finalement un homme et une femme homosexuels, éventuellement en couple, chacun de leur côté, décident en commun d'avoir un enfant, de l'élever, mais de ne pas vivre en tant que couple. Donc c'est arrangé, c'est-à-dire qu'on décide ensemble de fonder une famille, mais sans être un couple, sans qu'il y ait d'amour entre cet homme et cette femme. Et donc dans les faits, en pratique, c'est souvent le cas d'un couple de lesbiennes et d'un couple d'homosexuels masculins. Qui assure une coparentalité, mais il y a bel et bien un père et une mère. Oui, ouais. Voilà. Et enfin, des situations plus rares, mais qui, à mon avis, n'ont pas du tout les mêmes implications que ces deux-là. La situation de madame, hein, d'insémination artificielle avec donneur inconnu, ou bien, peut-être plus rare encore, les mères porteuses. C'est-à-dire un homme en couple avec un autre homme hein, fait appel à une mère porteuse pour faire un enfant, mais l'élever sans elle. Donc ces 2 dernières formules sont interdites en France. Hein. Totalement. Elles sont possibles à l'étranger, donc c'est souvent, on a recours comme ça. Et le vécu de l'enfant est-il très différent, justement, selon la manière dont la famille s'est constituée ? Probablement. Pourquoi ? Dans les 2 situations, les 2 dernières situations, on ne connaît pas, a priori, son père ou sa mère biologique. Donc il y a cette question-là qui peut se poser, donc qui peut être un peu l'équivalent d'une naissance sous X, puisqu'on n'a pas accès à ses origines. Moi, c'est un problème qui me pose question, de manière un peu générale, mais qui n'est évidemment pas spécifique aux homosexuels, absolument pas. Sylvia Rizzi, très concrètement, aujourd'hui, les homosexuels désireux d'avoir un enfant ont-ils les mêmes droits que les hétérosexuels en matière d'adoption, de procréation médicalement assistée ? Alors non, pas les mêmes droits du tout. On en est très très loin. Il n'y a pas de possibilité d'adoption par un couple homosexuel, puisque en France, pour pouvoir adopter en couple, il faut être marié. Et par un célibataire qui serait homosexuel ? Par un célibataire, c'est possible. Une adoption est possible par un célibataire, parce qu'en plus, la Cour européenne vient de condamner la France qui s'était opposée sur le critère de l'homosexualité. Donc effectivement, l'adoption simple est possible. Dans les faits, je ne suis pas certaine que de nombreuses adoptions aient pu être réalisées. Donc nos possibilités juridiques sont extrêmement réduites. On a pour l'instant effectivement la possibilité d'exercice de l'autorité parentale. Les tribunaux français ont beaucoup avancé sur ce terrain-là, sur l'adoption, sur la procréation effectivement médicalement assistée et la résultante juridique, c'est très compliqué. Il y a un parent, pour être clair. Il n'y a pas un couple parental. Comment abordez-vous avec vos enfants la question de leur père biologique ? Et est-ce que l'absence d'un référent masculin vous pose question ? Non, est-ce que je peux revenir sur un point concernant, vous parlez, Stéphane Clerget parlait de donneur inconnu, d'insémination avec donneur inconnu. En fait, le donneur, il n'est pas inconnu, il est anonyme. Pour moi, ça fait une grande différence. C'est-à-dire que c'est pas, le donneur est parfaitement identifié par l'institution, notamment les hôpitaux, ou par l'institution étatique qui cache délibérément l'identité du donneur. Donc voilà, l'identité de donneur peut être connue un jour si jamais les lois changeaient. Donc ça, c'est vraiment important. Ceci étant, concernant l'histoire du référent masculin, alors c'est une question sur laquelle on s'est beaucoup questionné justement. Et puis en fait, maintenant que nos garçons sont un peu plus grands, et on se dit que non, on s'en est passé et il n'y a pas nécessité d'avoir un référent masculin ou un référent paternel.
nos 3 enfants vivent dans une société dans laquelle ou dans un environnement social et familial où ils croisent des garçons, des papas, des hommes, des cousins, des grands-pères, etc., etc. Donc je pense que il y a d'autres liens. Voilà, il y a d'autres liens qui se créent. Sinon, là, vous devez être en plein dedans avec vos enfants de 3 ans. Comment se joue la fameuse période de l'Oedipe dans une famille où il y a 2 mamans? Bah écoutez, moi je suis pas psy à la maison, je suis parent, donc je sais pas. Probablement l'aîné a fait son Oedipe certainement comme il a fallu le faire. Bon, l'Oedipe c'est jamais un modèle qui permet de comprendre la construction psychique d'un enfant, donc les choses se font. Alors les 2 petites 3 ans pour l'instant ne parlent pas encore tellement, donc c'est difficile de repérer quoi que ce soit. Pour le grand, si je remonte dans mes souvenirs. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, il a dit à ma compagne qu'il voulait un jour se marier avec elle. Donc je suppose que ça doit être ça, l'Oedipe. Donc ma compagne lui a dit non, ça ne sera pas possible. Voilà, bon, voilà. Sur la fameuse période de l'Oedipe, Stéphane Clerget. Et puis aussi, plus largement, est-ce qu'un enfant, pour se construire, a-t-il effectivement besoin d'un père et d'une mère? Il y a 2 questions, là. Ouais. Je commence par laquelle? L'Oedipe, alors? Ouais, l'Oedipe, c'est vrai que c'est une construction qui nous est un peu commune, qui est assez complexe. Hein. Mais finalement, on voit que l'important de l'Oedipe, c'est d'abord l'interdit de l'inceste. Et que l'enfant entende bien qu'ils doivent renoncer à ses parents sexuellement. Il peut les aimer comme des parents, mais il doit renoncer à être le partenaire de la mère, du père, de la belle-mère, du beau-père, peu importe. Donc l'Oedipe se fait très bien dans les familles homoparentales à partir du moment où cet interdit-là est mis en place. C'est-à-dire que votre fils ne peut pas épouser votre compagne, non pas parce qu'elle est votre compagne, non pas parce qu'elle est lesbienne, mais simplement parce qu'elle l'élève. Pour se construire, l'enfant a-t-il besoin d'un père et d'une mère? Pour se construire, l'enfant a besoin d'adultes qui l'aiment, qui s'intéressent à lui, qui ont envie de l'élever au rang d'homme ou de femme. Il n'a pas forcément d'ailleurs besoin que ces personnes soient ses parents biologiques. On sait depuis longtemps maintenant qu'un garçon, par exemple, peut très bien devenir un homme en étant élevé par une seule femme, donc a fortiori par 2 femmes, et que la construction identitaire, se construire en tant qu'homme ou en tant que femme, n'est pas liée à l'orientation sexuelle ni à l'identité sexuelle de ses parents. Pas uniquement, d'abord parce qu'effectivement l'enfant vit dans un environnement bien plus large que sa famille, et ce qui importe aussi, c'est que l'enfant connaisse évidemment la différence des sexes, connaisse le sexe de ses parents, qui est qui, et connaisse aussi ses origines. Est-ce qu'on ne manque pas tout de même d'études fiables pour mieux évaluer le développement de ces enfants, en tout cas en France? Alors en France, oui, il y a une étude, celle de Stéphane Nadeau, qui ne met pas en évidence de spécificité finalement chez ces enfants-là. Il y a eu beaucoup d'études anglo-saxonnes, américaines et canadiennes, certaines plus ou moins valables sur un plan scientifique. C'est vrai que dans ces études, on étudie surtout, mais c'est déjà important, les comportements. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers? Est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques particuliers? Et on n'a pas mis en évidence chez ces enfants-là de troubles particulier. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément des études des études très approfondies sur la personnalité. Je ne parle pas de personnalité pathologique, ça on sait que ça n'induit pas de troubles de personnalité, mais est-ce que finalement ça modifie un peu le caractère? Ça, ces études ne nous le disent pas. Quelle est la place de votre compagne dans la famille, et est-ce que son absence de statut juridique vous pose des difficultés au quotidien, et lesquelles? Alors, clairement, la place de ma compagne, c'est la place d'une seconde mère. Nous sommes vraiment 2 mamans, donc c'est vraiment une structure familiale avec... C'est un parent social. C'est un parent plein et entier, sauf qu'elle n'a pas de droit. Ni d'ailleurs de devoir en contrepartie, a priori, donc elle est invisible au regard de la loi. Donc ça par contre, c'est une pression extraordinaire pour nous. Dans le sens où ça donne un sentiment de précarité, d'insécurité sur l'avenir. On se dit que tant que tout va bien, tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on ne se sépare pas, on a une vie normale. On sait qu'à la moindre chose qui peut se passer dans notre vie, je ne sais pas, un accident grave, un décès de l'une de nous deux ou une séparation,
Là, on est dans le vide, on n'a rien. Sylvia Rizzi, alors, quelle est votre expérience d'avocate là-dessus? Est-ce que, si on se place du côté de l'intérêt et de la protection de l'enfant, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, ces situations familiales posent véritablement problème? Très concrètement, oui, bien sûr, elles posent problème. Je dirais, avec le Code civil que nous avons actuellement, les lois que nous avons actuellement, nous avons plus de parades sur le plan juridique au moment de la séparation du couple, ce qui paraît un petit peu incohérent. Mais aujourd'hui, en vie commune, effectivement, avec deux parents, il n'y a au départ aucun droit. Alors, on a quand même des avancées juridiques importantes, et notamment depuis la loi de mars 2002 sur l'autorité parentale, la possibilité de demander auprès des tribunaux une délégation partage des deux parents. Alors, ça a été très variable, et ça l'est encore d'un tribunal à l'autre. Donc, beaucoup de tribunaux l'admettent en fonction de l'intérêt de l'enfant. D'autres tribunaux utilisent les critères de la loi, parce que nous, on peut les distendre, les critères de la loi, et les tribunaux peuvent les apprécier quand même assez librement. Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant? Mais ça résout toutes les situations? Non, ça ne résout pas toutes les situations. Ça permet à chaque parent d'exercer des attributs de l'autorité parentale, donc de pouvoir être présent en tant que parent dans la vie quotidienne de l'enfant, de prendre des décisions sur le plan médical, sur le plan scolaire, sur le plan religieux, tout ce que chaque parent peut avoir comme prérogative au niveau de l'éducation et de la vie de l'enfant. À l'heure actuelle, très concrètement, c'est à peu près la seule procédure qui a des chances d'aboutir. Il y a eu des procédures d'adoption. Donc la compagne de Marie-Pierre pourrait essayer d'adopter les enfants, mais c'est très compliqué parce que si elle adoptait les enfants, aujourd'hui c'est Marie-Pierre qui perdrait tous ses attributs d'autorité parentale. Et très concrètement, ce flou juridique, quel problème pose-t-il pour ces enfants au quotidien? Effectivement, dans la mesure où ils n'ont qu'un parent juridique, si ce parent venait à disparaître, il n'y a absolument aucune garantie de continuité, d'effectivité des liens entre l'enfant et l'autre parent, qu'on appelle le parent social, mais qui n'a pas d'existence légale. Ces enfants n'ont pas le même statut sur le plan successoral. En cas de séparation, il n'y a aucun droit. Alors, il y a effectivement certains articles qui permettent, dans le Code civil, de conserver des liens. C'est un petit peu le statut du beau-parent aussi. On rejoint toutes ces situations-là. Donc, il y a un petit peu des parades, mais c'est un flou juridique total aujourd'hui. Avez-vous des inquiétudes sur la période particulière de l'adolescence de vos enfants? Et de quel ordre? Je pense que probablement ça sera une période où il y aura peut-être du vent dans les voiles, où il y aura peut-être des remises en question, ou peut-être qu'on sera, nous, en tant que parents, extrêmement réinterrogés sur les choix qu'on aura faits. Je nous sens assez confiante pour faire un peu comme tous les parents et s'adapter au fur et à mesure et garder le meilleur niveau d'écoute possible. Et puis si vraiment on patauge dans la semoule, on se fera aider, on ira... Voilà. Quelles difficultés peuvent se poser à cette période de l'adolescence, ou cette période un peu chaotique, c'est vrai, où les adolescents n'ont pas forcément envie de se sentir marginalisés par rapport à leurs copains? Eh bien, étonnamment, ce n'est pas à cette période-là que se posent le plus de problèmes, en tout cas de ce que j'ai pu apprendre dans ma pratique. Et que finalement, les questions se sont tellement posées dans la petite enfance que les réponses ont déjà été apportées. Et finalement, le regard extérieur est pas très différent à cet âge-là qu'il peut l'être dans la petite enfance, parce que le regard extérieur, c'est dans la petite enfance d'abord le regard des adultes, après c'est des gens de son âge, il est souvent plus à l'aise pour répondre avec les gens de son âge. Mais est-ce que ces enfants n'auront pas peut-être plus de difficultés? C'est une question, à construire leur propre identité sexuelle? Alors ce qu'on sait des études anglo-saxonnes, c'est que déjà pour l'orientation, et les enfants élevés dans des familles homoparentales ne sont ni plus ni moins homo ou hétéro. Alors là, peut-être qu'il y a un peu des biais. C'est-à-dire que moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est des enfants qui sont en général plus ouverts sur ces questions-là, évidemment plus tolérants, comme tous les enfants élevés par des minorités d'une manière générale. Simplement, je crois qu'ils sont encore pris dans un truc de militantisme. Et les parents homo, aujourd'hui, sont obligés d'être encore dans un truc un peu de militantisme et de montrer que tout va bien. Et les enfants sont un peu influencés par ça. Ils ont le souci d'être hyper conformistes. Et je crois que si ces adolescents-là, s'ils sont pris par des désirs multiples, comme souvent à l'adolescence, c'est-à-dire des désirs homo, des désirs hétéros, ils vont davantage s'orienter vers des désirs hétéros parce que socialement, ils auront l'impression d'être davantage conformes. Et je suis persuadé que dans 10-20 ans, où ces questions-là se poseront moins, il y aura moins de pression, enfin j'espère, ils s'autoriseront davantage à être peut-être plus homo. On regarde un deuxième extrait du documentaire.
Jean a une maman et une nanou. Comme toi. Ma maman et ma nanou s'aiment comme un papa et une maman. C'est maman qui m'a portée dans son ventre. Pendant ce temps-là, nanou faisait les travaux dans la maison. Elle faisait ta chambre. Avec des petits nounours. Chaque fois que tu as du chagrin, c'est maman te prend dans ses bras. Et nanou arrive à grands pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Un câlin tous les trois. Voilà, un gros câlin tous les trois. Et tu fais un bisou à trois? Je fais un bisou à trois. Il y a eu une période, un moment où il était rentré à la maison et puis il nous dit je voudrais un papa. On dit bah si tu veux, on dit mais tu sais, t'as une nanou qui remplace ce papa. Parce que souvent quand on lui demande c'est qui ton papa, il va dire c'est nanou. Donc alors on dit bah si tu veux, nanou elle part et puis à la place t'auras un papa. Alors il nous a dit bah pas tout de suite. Et puis le lendemain il est revenu, il me dit non, je veux plus de papa, je vais garder ma nanou. Donc il a bien compris qu'il n'avait pas de papa, mais il avait quelqu'un qui remplaçait son papa. Il s'appelle Nanou, tout simplement. Bon, c'est une fille, mais je veux dire, il y a des papas qui sont grands, qui sont petits, qui sont maigres, qui sont gros, qui sont noirs, qui sont blancs, qui sont jaunes. Enfin, bah, lui, son papa, c'est une fille, voilà. Tout simplement, il s'appelle Nanou. Oui. Hein? Allez, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, feu go! Doucement, doucement. Allez, doucement, vous regardez devant vous. Allez, poupie! Allez, mon poupie! Allez, vas-y, poupie. Allez, mon fils, viens. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à vos enfants, que leur papa, c'est votre compagne? Comment vous abordez avec eux la question du statut particulier de la famille et de votre homosexualité? Écoutez, d'abord on leur dit qu'ils n'ont pas de papa, voilà, qu'il y a un monsieur qui a donné, un monsieur généreux qui a donné une graine qu'on a mis dans mon ventre pour qu'ils puissent naître. Donc ils savent qu'ils n'ont pas de papa. On a compris à un moment donné que Pierre, l'aîné, commençait à se questionner autour du fait de ne pas avoir de papa. Parce qu'on habite à la campagne et il y a toujours des champs avec plein d'animaux et puis toujours c'était tiens, il y a les moutons et le papa mouton il est où et le papa vache il est où et alors là on s'est dit bon. Donc on a abordé la question avec lui en lui expliquant qu'en général il y avait un papa et une maman, mais que dans son cas lui il y avait deux mamans qui s'aimaient. Comment aborder avec les enfants donc la question de l'homosexualité dans la famille et du statut particulier de la famille? Est-ce qu'il faut jouer la transparence? C'est vrai que tout ça c'est assez complexe, d'abord parce qu'on l'a vu en début d'émission, il y a différentes formules d'homoparentalité. Les plus classiques, encore une fois, il n'y a pas de souci, il y a un père, une mère biologique et chaque parent conjugue son amour avec une personne de son sexe. En général, pour ces enfants-là, quand les choses sont claires, de qui tu es né, ben voilà ton père biologique, ta mère biologique et qui tu aimes. L'enfant même au contraire fait bien la part des choses entre la relation parentale, père-mère, et la relation conjugale. Là, dans les situations plus spécifiques, mais encore une fois plus rares, c'est vrai que c'est plus complexe parce qu'il y a la question des origines, et c'est pour ça que moi j'émets des réserves par rapport à ce mode de conception. Et en tout cas, moi je ne conseillerais pas de dire il n'y a pas de papa. Je crois que c'est important que l'enfant sache qu'il a un père, biologique certes, anonyme, je reprends votre formule qui effectivement est plus adaptée, encore que c'est extrêmement aujourd'hui impossible, si ce n'est très difficile, d'avoir accès à ses origines, et c'est ça qui est dommage, et je pense que la loi devrait se pencher là-dessus. Mais moi je dirais, tu as un père, il est anonyme, mais par contre tu as une mère et tu as une belle-mère. Parce que c'est... Une belle-mère? Oui, d'abord c'est la réalité, c'est-à-dire que vous êtes sa mère au sens de sa mère biologique, comme ça c'est bien clair, vous venez de lui, et son autre mère d'abord n'a pas les droits d'une deuxième mère, n'a pas les droits d'un père, et c'est dommage mais c'est comme ça. Elle pourrait, j'espère, avoir les droits d'une belle-mère, mais je crois qu'une belle-mère n'a aucun droit d'ailleurs. Aucun. Donc c'est une belle-mère, et puis c'est pas vilain comme mot belle-mère, c'est le mot beau, belle-mère, c'est beau, elle est belle pour la mère aussi, et ça montre bien qu'effectivement par rapport à lui, vous n'avez pas non plus les mêmes droits, les mêmes fonctions, les mêmes rôles. Donc moi, si vous me demandiez un conseil, je vous conseillerais ça. Je vous en manque pas de conseils. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, pas du tout. Alors pas du tout. Et puis vraiment, je revendique la liberté, notre liberté à nous. Ah ben vous l'avez, voilà. vous l'avez. Vous évidemment que vous l'avez. Moi, Pour vous, il s'agit de deux mamans. Ah oui, c'est vraiment
Vraiment, oui, on est deux mamans et ils nous appellent toutes les deux mamans d'ailleurs maintenant et d'eux-mêmes. C'est pas nous qui avons imposé, c'est d'eux-mêmes. Ils ont bien compris qu'on était deux mamans, quoi. Ouais. Et je vois pas. Ma compagne n'est pas une belle-mère. Ma compagne, c'est la mère de mes enfants. Non, voilà, je sais vraiment, c'est pour moi. Là, je ne vous suis pas du tout sur votre terrain. Et pour vous, est-ce que c'est gênant d'appeler ça peut poser des difficultés qu'un enfant appelle deux femmes mamans Dans les faits, souvent les enfants différencient. D'abord parce que c'est moins confusionnant. C'est rappeler deux personnes différentes par le même nom, c'est un peu qu'on appelle maman, on ne sait pas qui vient. Et puis, puisqu'on parle de fonction, encore une fois, dans les faits, vous n'avez pas les mêmes droits. Quand la loi changera, oui. Dans les faits, vous ne les avez pas. Oui, mais ça n'a pas d'impact dans les relations affectueuses, d'éducation au quotidien, oui, etc. Mais là, c'est pas dans le mot. Dans le mot éducation quotidien, une belle maman peut être aussi aimante. La question de l'affectif n'intervient pas dans le terme. Et puis il y a des mamans qui ne sont pas du tout aimantes. Non, mais oui, non, c'est pas les termes en soi, c'est ce qu'ils signifient et c'est ce qu'on transmet comme message. Donc moi, je suis pour effectivement avec les enfants qu'il y ait la clarté et qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que vous et vos enfants, vous avez déjà eu à supporter des regards inquisiteurs, des moqueries ou voire même des rejets? Ah non. Jamais? Ah non, dans notre vie de tous les jours, non, je peux pas... Chaque fois qu'on explique la situation, vraiment, c'est... On a même eu à opérer notre... À l'école, pas de soucis particuliers? Ah non. On en a eu un peu... La première année, l'institutrice a un petit peu eu du mal à comprendre justement la position de ma compagne. Et je sais qu'on était retourné la voir après la fête, parce qu'il y a eu la fête des mères, donc j'ai eu droit à un cadeau chez maman. Et puis pour la fête donc, des pères, notre fils a donc fait un petit cadeau pour sa deuxième mère, pour ma compagne. Et l'institutrice avait marqué dessus le prénom de ma compagne, pour Nathalie. Et alors là, vraiment, nous, on est tombés par terre. Et on est allé la voir, on lui a dit, mais attendez, pour Pierre, il ne l'appelle pas Nathalie, il l'appelle Mamine. À l'époque, il l'appelait Mamine. Ah, vous voyez qu'il changeait de nom. C'était pas maman. Non, tout à fait. Mais au départ, on était partis dans une différenciation des noms. C'est-à-dire que moi, je devais être maman, et on avait trouvé d'ailleurs Maï pour ma compagne. Et puis Pierre a inventé un petit mot Mamine. Donc ça a été Mamine, donc toute la famille s'est mise à galoper et on a tous appelé Maï Mamine. Et puis de lui-même, maintenant il nous appelle indifféremment et l'une et l'autre maman, et moi de temps en temps il m'appelle Mamine. Donc c'est de lui-même qu'il a évolué dans ce sens-là. Et les deux suivants, on les a laissés faire et il nous appelle tous les deux maman. Donc de lui-même il a compris que bon voilà c'est... Et je pense pas que ça mette de confusion du tout dans sa tête. Il sait très bien, il sait très bien qui est qui, de quel ventre il sort, etc. Donc voilà. Donc pour revenir, donc on est allé voir l'institutrice pour lui expliquer que ben voilà pour Pierre c'était Mamine, c'était pas. L'homophobie existe tout de même malheureusement. Et comment aider les enfants à s'en prémunir, parce que ils peuvent néanmoins être confrontés à ça? Déjà, il faut une information. D'ailleurs, qu'à la limite, c'est pas tellement apprendre à ces enfants-là à se protéger, c'est surtout empêcher les agresseurs d'agir. Et je crois qu'il faut informer les gens. Et cette émission y participe. Je me souviens quand Ségolène Royal était ministre d'éducation, il y avait une mallette comme ça donnée au lycée là, pour enseigner un peu la sexualité avec des prémices d'information contre l'homophobie. Je crois qu'il faut diffuser largement l'information et surtout intervenir effectivement pour que les actes d'homophobie soient condamnés. Alors après, effectivement, la meilleure façon d'apprendre à ces enfants-là à se protéger, c'est d'abord de les protéger, mais aussi effectivement eux qui soient au clair effectivement dans la vérité de leur histoire. Ils s'en sentiront plus forts. Vous savez, on se défend d'autant mieux qu'on se sent sûr de son fait et sûr de sa légitimité d'enfant et de la légitimité de sa famille. Donc évidemment que la reconnaissance des droits des parents homosexuels va aussi les renforcer. Vous savez, les enfants sont très conformistes et très sensibles aux ambiances d'un pays, aux lois, etc., beaucoup plus qu'on ne le croit. Et quand ils savent que les choses sont légales et normales, ils s'en sentent plus forts. Sylvia Arizi, où en est le débat sur une reconnaissance de l'homoparentalité, une reconnaissance légale? Je pense que ce débat-là avance grâce justement à la prise en compte du statut de l'enfant et de l'intérêt de l'enfant, qui doit être protégé et peut-être
qu'il avancera plus rapidement sur ce terrain-là que si on parle des droits des parents, parce qu'effectivement, dans ce débat-là revient le problème de l'homosexualité qui est quand même pas encore tout à fait accepté. Et nous, on le voit bien devant les juridictions, c'est encore un thème difficile à aborder. On nous dit aujourd'hui que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France, mais quand un parent homosexuel révèle son homosexualité après une vie de couple, l'instauration des droits de visite n'est pas si évidente que ça. Ça va beaucoup mieux, mais l'homosexualité a été un motif pour encadrer, voire parfois priver d'un droit de visite. Hein. C'est des jurisprudences, des arrêts de tribunaux et de cours d'appel très récents. Donc aujourd'hui, pour avancer sur ce statut-là, ce qui me semble primordial d'ailleurs, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut absolument que la réalité qui existe aujourd'hui en France, on arrête d'être hypocrite et que ça colle avec une vérité juridique. On ne peut pas laisser des enfants comme ça, sans statut, quoi, sans existence par rapport à un parent. Il y a des tas de formules. Je ne dis pas nécessairement qu'on va coller ces statuts-là sur les modes de filiation, je veux dire classiques, enfin, voilà. Mais il y a des tas de solutions qui sont possibles. Ça avance puisque une commission parlementaire a été mise en place en début d'année, qui doit même se rendre en Angleterre, où les choses sur le plan juridique sont très différentes de chez nous, parce qu'il y a une vraie existence légale. Je pense qu'à partir de là, peut-être que les choses bougeront. À tous, et en deux mots, les familles homoparentales sont-elles finalement des familles comme les autres ? Pour vous, Marie-Pierre Micot ? Nous sommes des familles, déjà. Comme les autres, non, on est des familles différentes, mais on est des familles tout à fait bien, respectables, légitimes. Voilà, on a notre place dans le paysage familial français. Sylvia Rizzi ? À l'heure actuelle, si je devais me situer en tant que juriste, des familles comme les autres, certainement pas, parce que je ne pense même pas qu'on puisse les appeler familles. Donc effectivement, des couples et des familles qui ont un statut très différent juridiquement en France. Stéphane Clerget ? Je crois qu'il n'y a pas de famille comme les autres, c'est-à-dire que toute famille est unique et c'est ce qui fait la beauté, la merveille d'une famille. Mais par contre, les enfants qui ont des parents homosexuels sont des enfants comme les autres. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que les adolescents qui découvrent leur homosexualité aujourd'hui ne sont plus dans l'angoisse de ne pas avoir d'enfants et de ne pas donner de petits-enfants à leurs parents. Et ça faisait partie justement des choses difficiles à vivre à l'adolescence. Et le débat actuel sur l'homoparentalité au moins se mérite d'aider ces adolescents à mieux accepter leur homosexualité aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pour poursuivre la réflexion, je vous propose différents ouvrages. Tout d'abord de vous, Stéphane Clerget. Comment devient-on homo ou hétéro ? C'est paru chez Lattès. C'est un ouvrage vraiment remarquable, extrêmement documenté sur la construction de l'identité sexuelle. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question ? Parce qu'on disait plein de bêtises là-dessus, notamment au moment du débat du Pacs et surtout des histoires, genre il y a trop de mères, pas assez de pères, enfin des bêtises. Et j'ai réalisé que finalement, s'il y avait tant d'homophobie, c'est sans doute parce qu'on ne connaissait pas bien les origines justement de la construction sexuelle. Et donc j'ai voulu faire un livre en prenant des théories psychanalytiques, génétiques, pour montrer que finalement c'est une construction, mais que c'est aussi compliqué de devenir homo que de devenir hétéro. Je vous conseille également vivement Maman, Mamour, c'est deux mamans. C'est aux éditions Anne Carrière. Il s'agit là d'un témoignage d'une maman, Brigitte Cellier, dont la fille a aujourd'hui 20 ans. Vous le connaissez, Marie-Pierre Micot, oui. Et puis, deux papas, deux mamans, qu'en penser ? Débat sur l'homoparentalité. Là, il s'agit d'un débat contradictoire entre Edwige Antier et Martine Gross. C'est aux éditions Kalman-Lévy. Et puis maintenant, pour les enfants, Jean a deux mamans. C'est à l'école des loisirs, un ouvrage signé Ophélie Texier. Et puis, dernier ouvrage, Marius, c'est à l'atelier du poisson soluble, un livre qu'on retrouve en filigrane dans le documentaire de Sarah Millot, que je vous invite à voir maintenant. Je vous retrouve pour ma part pour un prochain numéro d'Allée de l'enfance.
Quand on est homosexuel et qu'on veut commencer à fonder une famille, forcément on se dit, en principe, en général, le chemin classique, il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais le chemin classique, ceux par lequel d'ailleurs je suis passée, c'est de se dire, bon, il faut un père et une mère, donc comment on va faire quand on est deux femmes ? Est-ce que je suis convaincue qu'il est important qu'il y ait un lien biologique avec mon enfant ? Est-ce que ma compagne, si c'est moi qui porte l'enfant, est-ce que ma compagne sera elle aussi une mère, bien qu'elle n'ait pas de lien biologique ? Est-ce qu'il est important que mon enfant connaisse son géniteur ? Et est-ce qu'il faut que ce géniteur soit aussi un père ? Est-ce que je veux donner un père à un enfant ? On va se lancer là-dedans très bientôt, donc je pense qu'il y a eu une phase où on s'est posé toutes les questions, non, mais beaucoup. Après, on a pris des décisions. Et puis maintenant que l'échéance approche, moi, personnellement, je sais qu'il y en a qui reviennent un peu. Notamment, c'est pour ça qu'on est là ce soir, je pense, cette notion de est-ce que mon enfant, comme tu disais, notre enfant, va avoir un manque. Est-ce qu'il va avoir le besoin de connaître ses origines biologiques, donc du côté du géniteur ? Est-ce que, quelque part, d'avance, je lui fais du mal ou pas ? C'est un peu, je pense, ce que tu disais. Bon, voilà, c'est vrai qu'on y pense. Je m'appelle Marius, j'ai 5 ans. Je suis la puce de maman et le poussin de papa. Moi, je préfère quand même Marius. Maintenant, maman a un amoureux, et mon papa aussi. L'amoureux de maman n'aime pas qu'on lui coupe la parole, et l'amoureux de papa rouspète quand je parle en même temps que le monsieur de la télévision. Moi, je les aime bien tous les deux, parce que ma voiture téléguidée leur plaît beaucoup. Nous jouons tous avec ma voiture, comme des petits fous, dit maman. Et en plus, c'est moi qui commande, parce qu'elle est à moi. Tu dessines maman et Nanou ? C'est une petite nounou. C'est qui ça ? Je sais pas. C'est moi ? Oui. C'est Nanou ? Oui, c'est toi. Et qui c'est qu'on fait d'autre alors après ? Maman. La 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 la. Voilà. Et puis, qui c'est qu'on fait d'autre ? À toi. On fait Je toi ? vais mettre de l'huile. Là ? Oui. On fait tout petit alors ? Oui, tout petit. Hop là. Parce que moi, je suis petit en plus. Déjà au début du projet, on s'était dit, bon, on a réfléchi, est-ce qu'on a envie de fonder une famille avec des enfants ? Donc c'est vrai qu'on en avait envie, mais on s'est dit, on ne veut pas le faire n'importe comment. Donc on s'est inscrit à l'association, à la PJL, où on a suivi beaucoup de débats, de réflexions, justement de comment l'enfant, qu'est-ce qu'on doit lui dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas lui dire, comment on va le vivre, comment ça va se passer, les droits que l'autre... Comme moi, par exemple, quel droit j'aurai sur l'enfant, comment ça va se passer, quoi. On a mis presque 3 ans à petit répondre à ces questions et essayer de trouver des solutions et se dire, on aura d'autres questions qu'on ne connaît pas, qui vont nous tomber dessus, mais qu'on gérera, quoi. Voilà. C'est la maison ? Elle est petite. Faut la faire grande. La faire bien grande ? Oui. Pourquoi faut la faire bien grande ? Parce que les maisons, c'est bien grand. Les maisons, c'est bien grand ? Oui. On l'a déjà expliqué, hein. Il comprend pas. On a dit il y a un monsieur qui a donné une petite graine pour maman, parce qu'il faut un monsieur et une dame pour faire un enfant. Donc, mais comme maman, elle aime Nanou, il fallait quand même une graine d'un monsieur, et il nous l'a donné, et c'est comme ça que t'es venu, quoi. Mais voilà, comme un couple hétérosexuel qui est stérile, quoi. Ils font appel à un donneur aussi. Si c'est le père qui est stérile, biologiquement, ça sera pas le vrai père, mais bon, c'est vrai que... Donc pour nous, c'est ça, il a pas de père, c'est un donneur inconnu et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Il n'a pas de mot de père, de toute façon, on ne pourra jamais connaître le père, que ce soit d'un côté que de l'autre, Anakin non plus. C'est ce qu'on voulait, quoi. Il y a eu un échange de plateaux. Oui, mais ce plateau, j'ai fait ça il y a 2 mois. Je m'en rends compte aujourd'hui. Yann ? Le bavoir. Sit down. Qu'est-ce qu'il y a, Yann ? Pour moi, la question la plus difficile est est-ce que
on pouvait avoir des enfants bien dans le basket sans une mère présente à la maison tout le temps. Et pour moi, pendant très longtemps, c'était ça la question la plus difficile, parce que tout le reste, la logistique, tout ça, bon, on trouve des solutions. Et donc, en fait, quand on a décidé de faire appel à un surrogate, on a demandé au fils de Robert si lui, ce qu'il pensait, parce que Robert est veuf et sa femme est morte quand son fils avait 1 an. Et donc lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire d'être sans mère. Et lui, il était vraiment très heureux pour nous et ça m'a beaucoup calmé. Hein, tout mouillé. Tout mouillé. Yann. Yes. On va faire la sieste? Oui. Un petit dodo, hein. Après, on ira se promener. Hein? Avec les ballons. Hein? Où ils sont les ballons? Petit. Ils sont là-bas? Ah oui, il y a un ballon jaune. Il y a un ballon jaune. J'étais déjà au courant de la maternité pour l'autrui, mais j'avais écarté ça comme possibilité au début. Mais quand j'ai commencé à regarder surtout les chats où les mères porteuses discutaient entre elles ou témoignaient de leur expérience, j'ai commencé à comprendre que c'était pas que des gens qui étaient là pour faire du fric. C'était vraiment des personnes qui étaient très émues de pouvoir donner ce cadeau à des couples. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, j'ai envie de rencontrer certaines de ces personnes. Dans la maternité pour l'autrui, il y a beaucoup de préparation. Il faut bâtir des relations de confiance entre nous, la mère porteuse, la donneuse, tous les professionnels qui encadrent le processus. Et ça, c'est très important. Bon, il y a des aspects financiers, des aspects légaux, mais tout ça, bon, comme on n'a pas pu vivre la grossesse nous-mêmes, quelque part, c'était ça la préparation pour l'arrivée des enfants. Il avait, c'était son passeport, tu vois, hein? C'était son passeport, parce qu'il descend du bateau. Ça nous semblait important que nos enfants connaissent leurs origines biologiques et donc ils sont en contact régulier avec la copine qui nous a donné ses ovules. C'est notre choix de prendre ce lien et de bâtir quelque chose de plus fort. Et pour nous, on pense que c'est quelque chose qu'on donne à nos enfants parce que bon, Hillary Clinton aux États-Unis a dit « It takes a village to raise a child ». Il faut un village pour élever un enfant. Je pense que plus il y a du monde qui veille sur le bien-être de nos enfants, mieux c'est pour eux. Et donc là, on est vraiment très, très bien entourés. Jean a une maman et une nanou, comme toi. Ma maman et ma nanou s'aiment comme un papa et une maman. C'est maman qui m'a portée dans son ventre. Pendant ce temps-là, nanou faisait les travaux dans la maison. Elle faisait ta chambre, avec des petits nounours. Chaque fois que tu as du chagrin, c'est maman te prend dans ses bras. Et nanou arrive à grands pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Un câlin tous les 3. Voilà, ouais. Un gros câlin tous les 3. Et tu fais un bisou à 3? Je fais un bisou à 3. Il y a eu une période, un moment où il était rentré à la maison et puis il nous dit je voudrais un papa. On dit bah si tu veux, on dit mais tu sais, t'as une nanou qui remplace ce papa. Parce que souvent quand on lui demande c'est qui ton papa, il va dire c'est nanou. Donc alors on dit bah si tu veux, nanou elle part et puis à la place t'auras un papa. Alors il nous a dit bah pas tout de suite. Et puis le lendemain, il est revenu, il me dit « Non, je veux plus de papa, je vais garder ma nanou. » Donc il a bien compris qu'il n'avait pas de papa, mais il avait quelqu'un qui remplaçait son papa.
Il s'appelle Nanou, tout simplement. Bon, c'est une fille. Mais je veux dire, il y a des papas qui sont grands, qui sont petits, qui sont maigres, qui sont gros, qui sont noirs, qui sont blancs, qui sont jaunes. Enfin, bah, lui, son papa, c'est une fille, voilà. Tout simplement, il s'appelle Nanou. Oui. Hein? Allez, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, feu, go! Doucement, Alexis, doucement. Allez, doucement, vous regardez devant vous. Allez, Poupi! Allez, mon Poupi! Allez, vas-y, Poupi. Allez, mon fils, viens. Pourquoi tu pleures? Elle va trop vite. Qui va trop vite? Oui. Mais c'est normal, elle est plus grande que toi, chérie. T'es le plus petit à faire du vélo, là. T'es le plus petit, mon lapin. T'es le plus petit et t'as même pas de roulette. Non. Non, pour une fois. Tu veux voir pas gagner? Tu perds toujours. Mais je vais trop vite. C'est normal, Nakine. Je t'expliquais que t'es le plus petit. Quand on est petit, c'est normal d'aller moins vite. Mais après, quand tu seras grand, tu iras vite comme maman. J'aurai même pas un grand vélo. Mais si, je t'en achèterai un grand vélo. Parce que tout de suite, tu iras plus, hein. Allez, vas-y. Allez, encore. Voilà. À l'école, pour casser mon nom, les copains m'appellent Marie. Je pleurais tout le temps. C'est un nom de fille et je ne veux pas avoir un nom de fille. Mais papa a dit que Marie, c'est un monsieur qui s'est marié avec une femme. Alors je ne pleure plus et je vais faire des bisous bouches à ma femme pirate dans ma cabane. C'est mon amoureuse. Luna, you give Natalie a kiss. Huh? Can you give Natalie a kiss? Give her a kiss. Kiss, I'll kiss. give her a kiss, look. Now we'll give you a kiss. Now you give each other a kiss. She's like, nothing doing. Like, no, thank you. L'équilibre de l'enfant, pour nous, c'était le souci qu'il y ait autour d'eux un monde diversifié, entre autres des hommes et des femmes. Mais bon, la société est tellement mixte que, de toute façon, que ça n'a pas été c'est un souci qu'on a évoqué, mais c'est pas un gros souci. À la crèche, ils ne sont entourés que de femmes, ils ont 2 nounous, ils ont 2 grands-mères, et ils sont très entourés par des femmes. Donc, équilibre... Je pense qu'on avait aussi le souci d'avoir des enfants qui étaient bien indépendants et qui, bon, avaient besoin de nous, mais qui aussi avaient leur vie à eux. Et je pense que quand je vois souvent d'autres enfants à la crèche qui pleurent dès que le maman ou le papa, en général c'est le maman qui part, je pense que nos enfants, ils sont contents d'aller à la crèche, ils sont très contents de nous voir, mais ils sont bien où ils sont. Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose lié avec homoparentalité, mais je pense que c'est dans notre cas, on a tous les deux du boulot, on a la chance d'avoir les moyens pour avoir des nounous, et ça fait en fait que notre vie n'est pas centrée sur eux. Ils sont très importants dans notre vie, mais il y a d'autres choses aussi, et ils voient ça, et pour moi, ça fait partie de l'équilibre des enfants. Souvent, avec maman, nous passons les petites vacances chez mamie. J'aime trop ma mamie, car elle me raconte des histoires avant que je dorme, et elle fait le meilleur gâteau au chocolat du monde. Un jour, ma mamie a dit « 2 hommes ensemble, c'est pas bien ». Je le répétais devant papa. Au début, il s'est fâché, mais après, il m'a expliqué pourquoi les gens pensent que c'est pas bien. À mon tour, je l'ai expliqué à mamie. Maintenant, elle sait que 2 garçons ensemble, c'est pas mal. Seulement, ils ne pourront jamais faire de bébé ensemble. Il faut une graine de maman et une de papa pour faire un beau garçon comme moi. L'entourage premier, c'était nos parents. On savait qu'on partait d'une situation assez négative, mais l'arrivée des enfants a beaucoup amélioré nos relations avec nos parents des 2 côtés. Autrement, dans l'immeuble avec nos voisins, on n'avait pas trop d'inquiétude.
Avec nos amis, on ne savait pas trop, parce qu'il y a des gens qui acceptent assez facilement l'homosexualité. Nos amis nous acceptent, sinon ils ne seraient pas nos amis. Mais accepter un couple homosexuel et accepter que ce couple homosexuel ait des enfants, c'est assez différent. Et on a des amis qui ont manifesté des réticences, qui ne comprenaient pas, qu'ils étaient inquiets, qu'ils se demandaient si on faisait le bon choix. Et ça fait parfois mal. Mais d'une manière générale, je crois qu'il n'y a pas de difficulté majeure. En fait, ça m'a surpris, mais je me suis dit, eux, ils ont le droit aussi d'avoir envie de faire un enfant, d'avoir un enfant, les hommes. Et puis, comme je connaissais Edwin, pour moi, c'était un ami qui allait faire la même expérience magique que nous. Et ça m'a donné plaisir. Enfin, que peu importe qu'il soit homme ou femme. Mais c'est vrai que j'étais presque fière d'avoir des amis qui étaient un peu révolutionnaires par rapport à ça en France. Du moment qu'il y a cette relation parent-enfant, quels que soient les parents, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, je dirais, du moment que cette relation existe entre parents et enfants, elle est la même, on a exactement les mêmes interrogations. On sait qu'il faut donner à manger aux enfants, il faut les amener à l'école, il faut leur donner le bain. Donc je dirais pour moi, il n'y a pas de différence. Tiens, on dit un ballon. C'est pour son anniversaire. Et à lui aussi. I'm glad someone's paying attention to my children. Papa va ouvrir le cadeau. Hein? Waouh, waouh. Hein? Regarde comme c'est joli. Hein? Je pense que pour nous, ce qui est le plus important, c'est de réfléchir sur le narrative. Comment on explique aux gens autour de nous, les proches et puis les gens qu'on connaît moins bien. Mais sinon, ça ne sert à rien d'angoisser trop sur les questions. Par exemple, le premier jour de la crèche, officiellement, il n'y a que moi qui est le père reconnu en France. Et effectivement, les puéricultrices, elles me regardaient. Chaque fois que Robert disait quelque chose, elles me regardaient pour voir si j'étais d'accord. Mais face à la réalité de notre famille, au bout d'1 ou 2 semaines, elles ont vu que Robert cherchait les enfants aussi souvent que moi, qu'il jouait un rôle quotidien, que les enfants répondaient exactement de la même manière avec Robert qu'avec moi. Et aujourd'hui, elles ne posent plus ces questions. C'est vrai quand on est arrivé ici pour l'école, on est allé voir la directrice de l'école avant d'inscrire Anakin quand même. C'est vrai qu'on essaye d'abord de se présenter en disant ben voilà, on est 2 femmes, on vit ensemble, on est un petit. Enfin voilà, je veux dire, nous on le vit bien, est-ce que vous ça vous dérange, tout ça. C'est vrai qu'on essaye de pas passer en force quoi. C'est vrai qu'on n'impose pas notre vie à tout le monde quoi. On ne crie pas sur tous les toits, on dit pas oh salut, je suis lesbienne, j'ai un fils quoi. Mais c'est vrai qu'on se cache pas non plus. Elles sont venues avec Anakin. Anakin a été, je veux dire, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit garçon très gentil. Donc les mamans m'ont expliqué que voilà, elles étaient 2 mamans. Donc moi, je leur ai dit que ça me dérangeait pas parce que j'avais déjà eu le cas dans l'école. Donc ça par contre, ça les a surprises. Donc voilà. Sinon, après voilà, je veux dire,
ça m'a pas... Voilà, ça m'a pas interpellée plus que ça, parce que je veux dire, les mamans en plus sont très gentilles, donc ça s'est passé comme une inscription, voilà. Je crois qu'il y a des écoles plus accueillantes que d'autres. Il me semble que dans ce quartier de Paris, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Mais bon, parfois on envisage de déménager, d'aller dans d'autres quartiers. Je crois qu'il y a... Il y a une incertitude, effectivement, et ça nous préoccupe de savoir si le corps enseignant, si les parents d'élèves seront accueillants, neutres ou hostiles vis-à-vis de nous, vis-à-vis des enfants. Un autre jour, à l'école, j'ai dit que mon papa est un homosexuel. Monique, ma maîtresse, a crié très fort et m'a puni. Il ne faut pas dire des bêtises. Elle en a même parlé à maman à la sortie de l'école. Heureusement, maman a dit que ce n'était pas des bêtises, mais la vérité. Je crois que la maîtresse a été surprise par notre vérité car elle a changé de tête. Mais le lendemain, à l'heure du goûter, nous avons beaucoup parlé tous les deux. Même que Monique a dit que je n'étais vraiment pas une poule mouillée. Aux États-Unis, Robert est considéré comme parent. Pas deuxième parent, on est tous les deux parents. C'est qu'en France que ce n'est pas le cas. C'est symboliquement fort pour moi hein, que les enfants portent nos deux noms. Parce que, effectivement, en France, je n'ai aucun droit, mais face à quelqu'un qui me contesterait le droit, je montrerai, il porte aussi mon nom. Alors bon, juridiquement, ça n'a pas de valeur en France, mais c'est pour ça qu'on a tenu à célébrer l'an dernier, pour leur premier anniversaire, célébrer leur baptême républicain. Ils ont été accueillis à la mairie du 2e arrondissement de Paris comme enfants de la République. C'était symboliquement quelque chose d'important. Et puis, on est en train de réfléchir à engager une procédure juridique pour faire reconnaître l'acte de naissance des enfants en France. L'acte de naissance des enfants portant nos deux noms. Moi, j'ai un livret de famille de femmes célibataires, enfin de mères isolées. Et ce qui n'est pas le cas du tout. On est une famille avec 2 parents, donc qui fassent une case, je sais pas. Et puis, deuxième parent, pas forcément père, mais deuxième parent ou deuxième parent légal, ou enfin je sais pas, qui change les livrets de famille. Enfin voilà, qu'on soit une famille. Famille. Voilà. C'est un livret de famille, donc une famille. Que t'aies des droits sur Anakin, que s'il faut l'emmener à l'hôpital, et ben que t'aies le droit, parce que si moi je suis pas là et qu'il faut amener Anakin à l'hôpital, et ben voilà quoi. Enfin, j'ai pas le droit de décision. S'il faut l'opérer d'urgence, que moi je dis oui, ma décision ne sera pas prise en compte parce que je suis rien pour l'enfant. Merci, c'est gentil. S'il te plaît. Vous voulez de la limon ou du sirop? Moi aussi, je fais de la fraise. Tu veux de la fraise, toi aussi? Pousse-toi. Oui, je vais te donner un soupin. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Yann et Yuna. Joyeux anniversaire. Yann, oh, le beau gâteau. Allez, souffle. Je pense que c'est une question d'idéologie. Les gens sont contre l'idée de famille homoparentale sans connaître personne. Hein. Et je pense que quand les gens nous voient, ils voient qu'on est très naturel avec nos enfants, qu'on est une famille comme les autres, que la plupart des soucis, des problèmes de vie quotidienne, c'est exactement la même chose. Et là, je pense qu'ils ont du mal à dire « Ah, ça c'est mauvais ce que vous faites ». On sait que la société ne peut évoluer que si des gens sortent du placard, que si des familles homoparentales témoignent, parce que notre vie de famille est banale. Nos soucis, c'est la santé des enfants, qu'ils ne se fassent pas écraser dans la rue. Bon, il y a quelques particularités, mais l'essentiel de notre relation avec nos enfants, c'est celle de n'importe quelle famille.
Ce week-end, papa viendra me chercher. Son amoureux nous fera des frites, c'est sa spécialité. Et nous irons aussi au cinéma. J'aime beaucoup mon papa. J'aime beaucoup ma maman. Et je suis le mari de ma femme pirate qui est la plus belle et la plus forte du monde.